Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21 pour un nouveau débrief, un débrief du triple header Espagne, Autriche, Grande-Bretagne. Beaucoup de choses à dire, la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour les 24 heures du Mans. Et avec moi pour m'accompagner, Pierre Mesley, salut Pierre. Salut Clément, salut Thomas, salut tout le monde. Et Thomas Felizardo, salut Thomas. Salut Clément, salut Pierre, salut tout le monde. Alors messieurs, 3 courses que l'on a suivies de très près. On va commencer par débriefer ce Grand Prix d'Espagne qui était la première des 3. Thomas, je vais te laisser commencer là-dessus, mais un Grand Prix d'Espagne qui a été, on va dire, plus mouvementé que ce qu'on pouvait attendre en début de saison au vu de la configuration, mais, et on va en parler sur les Grands Prix suivants, au vu de la dynamique actuelle de la F1 et du spectacle que nous ont offert l'Autriche et la Grande-Bretagne, finalement, ce Grand Prix d'Espagne s'est résumé au premier tour, au premier tour au pluriel. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, en général, le Grand Prix d'Espagne, c'est un Grand Prix dont on n'attend rien. Ce qui s'y passe, il s'y passe jamais rien. Bon, c'était une saison dont on n'attendait rien, et finalement, il se passe beaucoup de choses. On va en reparler. Au final, c'était un Grand Prix qui était bien parti quand même, avec le super départ de Russell. Malheureusement, ça n'a pas Ça, duré, ça a pas ça duré t'a pas hyper fait longtemps. ça vous a pas rappelé un truc vous le départ de Russell? Ça nous a rappelé un certain Fernando Alonso en 2011 qui partait de la 2011 quatrième place. Exactement, ouais. et qui avait fini cinquième je crois et qui s'était pris un tour par Ouais, Vettel à je l'époque. crois que derrière, effectivement, il y avait une gestion des pneus qui était catastrophique, puis une voiture qui était complètement ratée. Celle-ci, effectivement, bonne mémoire, Pierre. Donc, ouais, c'était un peu ça, sauf que bah, là, ça a duré, ouais, c'est un peu pareil, ça a duré trois Trois quatre tours. tours, le temps que les autres passent devant. Et notre ami Russell finit au final à une place, je vais pas dire anonyme, mais quatrième, à une vingtaine de secondes du leader. Voilà, Ouais, avec Charles Leclerc au cul. avec Leclerc aux fesses, ouais, qui était assez pressant. Bon, on va le dire tout de suite, mais Ferrari a été un petit peu décevant sur ce triple header. Il y a eu Ouais. beaucoup de soucis la suite aux dernières évolutions, principalement celle d'Imola, où la voiture, on a l'impression qu'elle a pas réussi à continuer sa bonne forme. Et en tout cas, Ferrari a pas réussi à progresser aussi bien et aussi vite que ce qu'ont fait tous les concurrents. Principalement Red Bull, McLaren, Mercedes, c'est même Aston parfois qui s'est réveillé, Alpine aussi, RB évidemment. Enfin voilà, tout ça, ça s'est un petit peu réveillé et Ferrari a stagné un petit peu. Donc le fait d'avoir les Ferrari 5 et 6 en Espagne, et bah, au final c'était un petit peu ce qui allait nous attendre pour ce triple header. Mais Tout intéressant, en ouais vas-y. ouais, tout en sachant que ça a été un petit peu chaud entre Sainz et Leclerc. Ouais, Quand on voit la fin de course, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être une meilleure gestion ou une plus grande intelligence de course, peut-être de la part de Sainz. Bon, ok, il était devant son public, mais quand tu as ton coéquipier qui est plus rapide et qui peut potentiellement aller chercher une place, tu le fais pas chier à faire de la résistance inutile. Et bah, c'est peut-être ces quelques tours où Charles reste derrière Carlos à batailler. C'est peut-être ça qui permet à Russell de sauver sa quatrième place. ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Pierre. Sans forcément dire que l'attaque de Sainz, elle est kamikaze. En tout cas, elle vient de loin et elle n'est pas forcément utile. Donc en définitive, il y a du temps qui a été perdu, puisque derrière, le temps de re-switcher les positions, surtout que pour le coup, Leclerc avait un meilleur rythme. Ouais, je pense que les quelques secondes perdues enfin, à ce moment-là ont été assez capitales sur le résultat final où il y avait une place de plus à gagner. Bon, maintenant, c'était 2 points en championnat. C'était pas une victoire. C'était même pas un podium. Bon, c'est dommage de pas maximiser le résultat. Maintenant, bon, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus à faire d'état là-dessus. Par contre, là où j'aimerais un peu plus m'intéresser là sur ce Grand Prix d'Espagne, c'est au final McLaren et Norris nous ont offert ce qui allait être vraiment l'aperçu de ce triple header, c'est-à-dire McLaren qui revient très fort avec un Norris qui semble avoir les capacités d'aller chercher Verstappen. Il est peut-être tendre parfois, ça on va en parler surtout sur le Grand Prix d'Autriche, Ah, on rappelle qu'il mais partait en pôle, hein. À ouais, Barcelone, il part en pôle. il Donc partait en ça, pôle et tu vois parfaitement sur ce départ, je l'ai trouvé un peu tendre. Il a ouais, laissé un peu de place à tout le monde, il s'est pas imposé. Alors, certains vont dire, bah oui, mais vaut mieux ça que se retrouver dans le bac au premier virage et au final marquer 0 points. Et ça, c'est vrai. ouais, Mais à la fin, entre ça et le fait que, à mon sens, McLaren a lancé la charge peut-être trop 4 ou tard. 5 tours trop tard, ouais.
Ça peut leur coûter ça peut leur coûter la victoire. Ça montre aussi que McLaren n'a pas forcément l'habitude de se retrouver dans ces positions un peu délicates où faut faire des paris et surtout il faut avoir une très bonne lecture de la course, surtout quand en face t'as Red Bull et Anna Schmitz qui font un travail remarquable. Bah, ils ont Et plus cette habitude en fait. C'est un ouais, petit peu ça le problème, c'est comme ça fait super longtemps. ah bah Pardonnez-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, les dernières années vraiment où t'as McLaren qui peut peut-être taper des victoires régulièrement, c'est 2012. ouais c'est Oui, ça, on est c'est la d'accord. période 2012 2010-11-12, ouais, de 2024. Il y a un bout. Là, cette année, exactement. l'année dernière, McLaren, ils ont fait un taf fantastique pour remonter alors qu'ils partaient très loin. Là, ils avaient une meilleure base. Ils ont actuellement la meilleure monoplace. Mhm. On va pas se mentir, ils ont la meilleure monoplace. Mais au niveau gestion de course, lecture de course et stratégie, Red Bull est au-dessus. Exactement. Mais parce que Red Bull a toujours été très fort là-dessus Ouais. depuis une quinzaine d'années. Euh, Et en plus, on a quand même remarqué souvent que dans la lutte avec Mercedes ou avec Ferrari, ou maintenant avec McLaren, Red Bull a conservé cette force et Red Bull a conservé cette longueur d'avance. Ils sont toujours très posés. Il y a très très peu d'erreurs stratégiques. On reparlera des pit stops En en Autriche. Autriche, voilà. Mais ça, c'est un petit peu différent pour moi. Mais en tout cas, sur la lecture de course, ils sont souvent très très bons. Et on l'a vu aussi en Grande-Bretagne, hein. Et ça permet de garder cette avance qu'avait Red Bull. Donc il y a moins d'avance qu'avant, ça c'est sûr, mais ça leur permet toujours de sortir devant. Et au final, bah, d'être ceux qui marquent le plus de points et d'être les Après, vainqueurs des courses. et ils arrivent aussi à tirer un sacré avantage d'une certaine façon, euh, en partie grâce à Perez. Je m'explique. Quand tu as un pilote qui part super loin, etc., alors c'est sûr que lui, ça lui fait pas plaisir de faire le pilote essayeur pour Verstappen. Mais bon, d'un autre côté, actuellement, il y a pas trop le choix. Là, actuellement, Verstappen, il se bat contre deux McLaren. Il peut se battre aussi contre deux Ferrari. On pourra en reparler quand on va parler de Silverstone, mais quand tu as des conditions changeantes, etc., que tu en as un qui joue éventuellement un podium et l'autre qui a une 16e place, bah le mec qui est à la 16e place, c'est lui qui va faire le baudet, quoi. Ah bah, Oui, et complètement. d'ailleurs, là-dessus, je rejoins ce que disait Thomas tout à l'heure en disant que ce Grand Prix d'Espagne, ça va être un peu un, Un Un aperçu. aperçu, un un aperçu de ce qu'on allait apéritif. un apéritif de ce qu'on allait avoir après. Est-ce que tu regardes, tu as en fait les 7 premiers pilotes qui sont en 30 secondes et Sergio Pérez qui est 30 secondes derrière ces 7-là sur ce Grand Prix d'Espagne et qui à aucun moment n'a été en mesure de lutter pour quoi que ce soit dans ce Grand Prix. Et c'est finalement ce qu'on a vu après où il y a un moment où on voit les Ferrari être ensemble, les Mercedes être ensemble, les McLaren pouvoir jouer à stratégie et Max Verstappen finalement être seul au monde face à ces gens-là. C'est ça. Mais tu vois, malgré tout, à la fin, je pense que Red Bull a plus besoin d'un deuxième pilote qui serait très proche de Verstappen plutôt qu'un pilote essayeur grandeur nature pour permettre de faire des contre-stratégies, pour aussi Bien permettre de se sûr. battre avec les McLaren, les Ferrari, les Mercedes et leur faire perdre du temps Mais sans c'était. forcément avoir des stratégies très décalées comme on a vu parfois. Je pense à l'époque Raikkonen-Vettel où on laissait Raikkonen très longtemps en piste pour ralentir les Mercedes alors qu'ils étaient sur des vieux pneus et à la fin ça servait à rien. C'est pas ça qu'on demande, mais il faut que Perez soit vraiment dans ce pack, soit à 3 dixièmes grand maximum de Verstappen parce que Clément t'es le roi des stats, mais je pense que tu vas nous dire que 3 dixièmes ça fait quasiment 10 places sur la grille. Et à la fin bah, c'est ce qu'on voit quoi. On a Perez qui part à chaque fois très loin, trop loin et qui peut pas remonter et qui est plus souvent à la lutte avec les RB, les Alpine et les Aston Martin qu'avec les écuries contre les gars C'est sur le circuit exactement espagnol. ça. C'est exactement ça. Après, bon, le cas Pérez, on pourra peut-être en parler un petit peu plus loin. Mais pour moi, il y a des torts partagés. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Ouais, Je garde mes arguments pour l'instant sous le bras. sur ce Grand Prix d'Espagne, je vois pas trop les torts partagés dans le sens où Non, il se non, prend non. 6 dixièmes en qualif. Il est entre les deux Alpines hein, en qualif. Ouais. Enfin, autant les Alpines ont très bien performé, autant Perez, c'est pas Et il normal finit, d'être là, tu vois. et il finit juste avec 3 secondes d'avance, je crois, sur Gasly ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas Ouais, grand-chose. effectivement, c'est ça. Il finit juste devant Gasly et un petit peu plus loin devant Ocon, mais on l'a vu batailler un moment là-dessus. Et Mm, autant Piastri qui partait dixième parce que lui a fait une erreur en qualif,
Enfin, il a fait 2 erreurs parce qu'il a eu un tour annulé et il est sorti un peu large dans les graviers, ce qui lui a pas permis de faire un temps. Il partait derrière et il est remonté. Bon, à la fin, il fait entre guillemets que 7ème quand son équipier fait 2ème. Donc là, lui aussi, il se prend 30 secondes. Mais bon, il a réussi à remonter devant. Et à la fin, les Alpines étaient surprises de se retrouver à la lutte face à Perez, alors qu'elles pensaient que Perez allait passer comme un dragster et jamais les revoir. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est là où, encore une fois, pour moi, Perez est quand même le principal responsable. On peut aller jusqu'à la Q1 de Silverstone, où là aussi, il s'y met tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est pas complètement blanc dans l'histoire, quoi. Bah, On peut pas... il passe aussi une partie du GP à se battre, il me semble aussi, un petit peu avec Hülkenberg. Oui, Hülkenberg, c'est une race, exactement. quoi. Ouais, exactement. Les As qui sont bienvenus aussi, mais tu vois, c'est quand tu as une Red Bull. Enfin, la Red Bull n'est Tu... peut-être plus la grande dominatrice qu'elle était. Non, mais J'ai envie de ça c'est dire que clair. ouais, je pense qu'elle est à peu près équivalente avec la McLaren maintenant. Verstappen fait la différence, très nettement. Oui. Mais Perez fait la différence dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu mets n'importe quel autre pilote, a priori, enfin, un pilote d'un autre niveau dans cette Red Bull, et ben, il doit faire au pire 5ème, quoi. Il doit pas faire 8ème ou 10ème. Et c'est là où je pense Red Bull a du mal. Et c'est là où on en a parlé il y a 2-3 mois. On était tous très surpris d'avoir la prolongation de Perez. Là, à ce rythme-là, ça peut coûter des titres et des victoires à Red Bull. Peut-être pas en 2024, mais Bah, 2025, par exemple, ça peut être plus serré que ce qu'on pense. Surtout avec Perez aussi loin. Et il est actuellement sur un siège éjectable, hein, très clairement. Il y a eu, il me semble, des déclarations dans le sens où il faisait une évaluation cet été sur la place de Pérez. Il y a des bruits de couloir par rapport à Lawson, éventuellement, qui pourrait potentiellement prendre sa place. On se retrouve un petit peu dans la même situation qu'il y a quelques années avec Gasly qui avait été débarqué au profit d'Albon. Ouais, le seul truc, c'est que, alors, officiellement, Perez a été prolongé. Maintenant, il y a des rumeurs sur une clause de performance à l'été qui permettrait de faire sortir Perez du line-up. Donc ça, on va voir. Peut-être que ça va s'activer après la pause estivale, qui va pas tarder là. On va voir, mais je pense à la place de Red Bull, dans tous les cas, il faut se poser vraiment la question Mm, mm. et arrêter de faire trop confiance à Perez, à mon sens. Hmm. Ah, et puis là on va pouvoir faire la transition sur le Grand Prix suivant, c'est que encore une fois, lorsque ton premier pilote est impliqué dans un incident, que ce soit de sa faute ou non, avoir un deuxième pilote très proche, tu disais Thomas, au lieu d'avoir un espèce de pilote essayeur grandeur nature, ça te permet de pouvoir assurer quand même une victoire en cas de déférence de ton premier pilote, ce que tu ne pouvais pas faire sur les deux Grands Prix suivants en Autriche et en Grande-Bretagne. Mais alors, si on passe sur ce Grand Prix d'Autriche, seul Grand Prix des trois dont on va parler où Max Verstappen a fait la pole quand même, ce qui est pas à négliger, hein, parce que en début de saison, si on avait dit que 2 poles sur 3 lors d'un triple header ne serait pas pour Verstappen, on n'y aurait sans doute pas cru. Et puis surtout Là une pole encore, dominante. Il y avait 4 dixièmes Ouais, d'avance sur un circuit 4 très dixièmes, court. c'est ça. Là où Ouais. d'habitude on dit que c'est assez serré, là pour le coup en qualif il a mis une claque à tout le monde, hein. Non, c'est ce que en Espagne, il y a 20 millièmes. Ouais. Et en Grande-Bretagne, alors lui est 4ème à 4 dixièmes, mais tu vois, les 4 premiers sont en 4 dixièmes. Là, il met directement 4 dixièmes au deuxième. Et et sur un circuit aussi court, ça fait 100,6% pour le deuxième, ce qui est c'est énorme. ça, absolument. Il y a que 5 pilotes qui sont dans les 101% Ouais. sur cette qualif-là. Il écrase vraiment la qualif là-dessus. Et encore une fois, ce qu'on peut constater sur cette qualif avant de passer à la course, c'est que Sergio Perez est 8ème sur 8 de ce pack-là et est assez loin des pilotes devant puisqu'il est, Presque il est 9 dixièmes. il est à 9 dixièmes de Verstappen. Justement, sur cette course-là, messieurs, je pense qu'on peut analyser directement à partir du deuxième relais, enfin du troisième relais, une fois que le Ouais. deuxième pit stop est fait. Et je vais vous poser une question simple, une question qu'on a souvent eue en débat ici. Est-ce que cette course-là a été le retour du Verstappen, du chantage à l'accrochage qu'il nous a fait pendant quelques années, de toujours venir très proche des roues de haute pilote en lui signifiant psychologiquement si tu t'accroches, c'est de ta faute. Moi, de toute façon, j'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on a vu ce retour-là ou est-ce que c'est Norris qui a été un peu plus agressif que d'habitude? Je vous laisse répondre là-dessus. Moi, Vas-y Thomas, je te laisse la main. Vas-y. Moi, je dirais deux choses. C'est un, est-ce qu'il est vraiment parti? Et deux, est-ce que Norris n'a pas été un peu tendre?
Je m'explique, c'est que Verstappen, depuis qu'on a arrêté de parler de ça, il n'a pas vraiment eu d'opposition aussi féroce, sauf peut-être avec Leclerc en 2022, où c'était plutôt propre, il y avait des belles bagarres, mais il y avait le tempérament de Leclerc qui faisait aussi, puisqu'il y a eu des accrochages entre les deux en F1 et avant. Mais je pense aussi que Norris a été un petit peu trop tendre parfois. Il a grillé pas mal de jokers. Il a fait beaucoup de tentatives et au final, il manquait toujours un petit truc pour vraiment passer devant. Et typiquement, il y a un moment où Norris rate son freinage et va tout droit au virage, ce qui doit être le virage 3 maintenant. Il va tout Oui. droit au virage 3 et il laisse repasser Verstappen. Au tour d'après, il passe, Verstappen élargit, passe devant et ne le laisse pas passer. Donc, est-ce que vraiment, à ce moment-là, on a la même action dans les deux sens et pourtant, à chaque fois, Norris laisse la place. Et je pense que sur plein de petites choses comme ça, Norris est un peu trop tendre. Et Norris n'a pas trop voulu trop voulu sortir les coudes et les épaules. Parce que pour plein de choses, peut-être que c'est son tempérament, peut-être que. Parce que c'est pas forcément un pilote qu'on a trop eu l'habitude de voir batailler avec les autres pilotes du peloton, donc c'est difficile de le jauger. Est-ce que là, le fait qu'il soit très ami avec Verstappen, ça a eu un rôle ou pas? Je sais pas. Je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Verstappen, sur la piste, il n'y a pas de potes. Il n'y a pas de copains. Il les traite tous pareil. Il n'y a pas vraiment d'écart. Et donc là-dessus, je pense que Norris a été, pour moi, trop tendre, même si Verstappen est allé trop loin aussi. Après, je pense que c'était évitable en étant plus incisif plus tôt, en tentant une fois ou deux fois sa chance et pas quatre ou cinq fois comme ça a été le cas. Bah, j'ai pas vraiment grand chose à ajouter, c'est-à-dire, oui, t'as parfaitement résumé le duel. Euh, Norris avait le capital pneumatique pour passer, ça y avait aucun souci. Euh, et oui, je pense qu'il aurait peut-être dû se montrer plus incisif, quitte à emmener peut-être Verstappen sur C'est l'extérieur. ça. Euh, Après, ça touche. Mais si c'est du roue contre roue, bon, normalement, il y a pas trop de danger. Là, d'une certaine façon, sur la conclusion du duel, euh, Verstappen fait un move sur la gauche, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Euh, Bah, surtout que c'est la ça- troisième fois qu'il le fait. voilà, Avant, Norris plonge à l'intérieur et donc lui, il plonge à droite à chaque fois et on voit qu'il réagit à c'est la ça. trajectoire de Norris. Il ne le fait pas dès le début, c'est quand Norris plonge que lui il va. Et Peut-être. ça, malheureusement, on s'est souvent plaint des faits que les règles étaient faites plus ou moins pour Verstappen, dans le sens où on ne le pénalisait pas, alors que Mhm. clairement c'était anti-sportif ce qu'il faisait. Et là, on a encore eu l'exemple et il a fallu trois fois et un accrochage pour qu'il soit Là, pénalisé. là, je pense peut-être que s'il avait vraiment voulu passer et rien à battre, c'est mon pote ou pas mon pote, fallait presque placer un dépassement Verstappen sur Leclerc Autriche 2022. Exactement, c'est à ça que je C'est-à-dire, pense, ouais. c'est-à-dire, oui, tu te mets sur la droite, oui, tu vas piquer l'intérieur, mais t'emmènes en même temps, t'emmènes l'autre sur l'extérieur, tu sais qu'il y a le gros vibreur saucisse, donc ça peut potentiellement le déséquilibrer, et tu sais que même après, sur l'autre charge DRS, tu te feras pas repasser. Bah, c'est Parce que ça. t- Et parce que surtout, parce que t'as la motricité en sortie de virage, t'as le capital qui va te permettre de tenir, et l'autre aura perdu beaucoup trop de temps pour t'attaquer au DRS. ouais, et puis il manquait cet élément de surprise à Norris parce qu'il attaquait toujours au même virage. Ouais, Et il n'avait pas ce qu'avait fait par exemple Leclerc en 2022, c'est-à-dire préparer un virage pour attaquer au suivant. Et ça, du coup, Verstappen, à chaque fois, il arrivait à faire le même move, etc. Encore et encore et et encore. il a, bah, Et à la fin, il se faisait défoncer. d'ailleurs, il reprend Norris au virage 4. À Ouais, l'extérieur, exactement. enfin, Lui, il le fait. en plus à l'extérieur, il y va quoi. Enfin, je veux dire, C'est ça. il s'est pas démonté. Il a peut-être manqué à Norris la hardiesse de Piastri. Piastri qui a planté 2-3 dépassements, je crois, c'est au T5. Total Oui. extérieur, etc. Déjà, faut avoir confiance avec sa machine, mais à chaque fois, c'était magnifique, hein. Bah, déjà, le dépassement sur Norris en sprint, où Ouais. il va chercher tout seul la deuxième place. Voilà, c'est ce genre de dépassement qu'on attend. Et je pense que là-dessus, encore une fois, Norris est un petit peu trop tendre. Maintenant, il y a deux choses que je trouve un peu ridicules. C'est qu'on parlait tout à l'heure, enfin, j'évoquais tout à l'heure la fois où Norris plante les freins un peu tard et sort, et ensuite relaisse passer Verstappen. Donc,
il rend la position, donc il n'a pas d'avantage. Et pourtant, malgré ça, ça lui compte comme un 4e track limit et il prend une pénalité à cause de ça. Ce qui est complètement ridicule. On est d'accord. Il faut trois mouvements à Verstappen et un contact pour qu'il prenne une pénalité qui à la fin ne l'impacte pas parce qu'il avait tellement d'avance sur Hülkenberg en 6e place que pénalité ou pas pénalité, la position était la même. Et enfin, surtout une fois que les deux se sont accrochés, que les deux ont crevé, Norris essaye de dépasser Verstappen et Verstappen l'emmène sur toute la largeur de la piste. Oui, c'est surtout celle-là, moi, qui me pose problème. Oui. Voilà, et ça, ce mouvement-là, c'est celui qui me pose le plus problème. Parce que j'ai envie de dire, jusque-là, c'est borderline. À un moment, effectivement, au bout de 3 fois, il faut pénaliser. Ça, ok. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on voyait entre Schumacher et Montoya, qu'on nous ressort à toutes les sauces tous les 4 matins en disant « Ah, c'était la grande époque, c'était formidable » et on en pleure. Donc bon, ça à la limite, je peux comprendre qu'il y a du laxisme là-dessus, mais le fait d'emmener ton adversaire avec une voiture meurtrie, emmener ton adversaire de l'autre côté jusque dans l'herbe, ça c'est inacceptable. Et ça pour moi, ça pouvait valoir plus que ça pouvait valoir un drive-through ou un grand prix de suspension. Ça typiquement. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Thomas là-dessus, surtout que tu l'as dit, Verstappen sent bien à la sortie du virage que sa voiture a un problème, donc qu'elle n'est plus à 100% performante, et voilà, exactement, et il fait tout pour l'envoyer dans l'herbe, pour l'emmener dans l'herbe, alors qu'il sait qu'il n'a plus les moyens de lutter, ne serait-ce que pour la victoire. Il ne sait pas l'état de la voiture de Norris, ce qui est encore plus inquiétant, parce que si ça se trouve Norris a une voiture saine à ce moment-là, on ne le sait pas, et donc il l'empêche de prendre la tête par ce move-là, et moi ça me pose souci, et ce qui me pose encore plus souci, c'est les commissaires de piste qui viennent nous dire « Ah oui, mais la pénalité, c'était le maximum qu'on pouvait lui donner ». On a déjà donné des drive-through, des stop and go, c'est ça. Tout donné, et voilà, exactement. Et ben dans ces cas-là, revois le barème parce qu'il faut. Je suis désolé, mais lorsque après une série d'incidents comme ça, l'un des deux pilotes abandonne et que c'est celui qui n'est clairement pas en faute sur cette série d'accrochages-là, l'autre doit être sanctionné plus drastiquement. Tu ne peux pas donner simplement 20 secondes. Il faut un drive-through. Il faut pour moi même un stop and go. C'est au moins la meilleure chose. Tes 20 secondes, ça doit être 20 secondes dans un stop and go. C'est-à-dire que tu t'arrêtes à ton box pendant 20 secondes et tu repars. Ça te fait perdre sur un circuit comme l'Autriche quasiment 35-40 secondes, ce qui est quasiment un tour, parce qu'un tour c'est 65 secondes en Autriche. Et là, vraiment, là tu as une vraie pénalité. Et encore, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal lorsque tu as essayé d'envoyer 3 fois un mec dans l'herbe, lorsque tu as essayé de changer ta ligne de freinage sur la zone de freinage, et lorsque tu as essayé de l'envoyer dans l'herbe une fois l'accrochage est effectué, et que ce gars-là abandonne. L'action post-accrochage, j'ai l'impression que les commissaires n'en ont pas pris rigueur. Elle n'a même pas été investiguée. Non, pas du tout. Tout a été jusqu'au contact, et après le contact, c'est comme si Verstappen avait disparu des radars. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment dommage. Et c'est là où, pour moi, la direction de course est complètement à côté de la plaque. C'est que j'aurais préféré, très honnêtement, qu'on ne dise rien à Verstappen pour les mouvements pendant la bataille, mais qu'on le pénalise très sévèrement pour le mouvement après, parce que ça c'est ce qu'il y a de plus antisportif, quoi. T'as même plus rien à gagner, et comme tu l'as dit Clément, à ce moment-là on avait l'impression que la voiture de Norris tenait encore parce qu'il arrivait à prendre de la vitesse, il n'avait pas tout à fait crevé, alors que Verstappen, son pneu était déjà complètement en dehors de la jante. Et ça enfin, là il y a un truc qui est vraiment pas normal. Et quand tu as un triple champion du monde qui est le pilote que tu mets en tête, etc., où il y a toujours des interviews qui sortent où on dit ah bah il est fantastique, etc., machin, pourquoi est-ce qu'on le pénalise pas? Il doit être exemplaire. Tout Verstappen qu'il est, il doit être exemplaire. Il l'a pas été, et ça pour moi c'est vraiment dommageable pour le sport. Il a le statut de champion du monde désormais, donc oui, tu as raison, il doit se montrer irréprochable, et c'est surtout... il y a eu un amalgame qui a été fait sur l'accrochage entre Guan Yu Zhou et Alonso un petit peu plus tôt. Oui, il y a un accrochage au même virage, mais à la seule différence que les deux ils repartent. Là, tu as Verstappen. Ok, les deux voitures sont touchées. Ça rentre. Bon, Norris est obligé de mettre pied à terre parce qu'il y a trop de dégâts et c'est terminé. Verstappen repart. Surtout qu'est-ce qui nous dit que sur le move de Verstappen après l'accrochage, quand il tasse Norris sur la droite, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ça qui a engendré plus de dégâts sur la McLaren? On sait rien. Non, mais dans tous les cas, si c'est à ce moment-là que Norris perd complètement la pression, il perd le contrôle, il finit dans le rail. Et peut-être avec Verstappen.
Mais au-delà de ça, la FIA dit toujours qu'elle ne juge pas les conséquences et les dégâts sur les voitures, mais elle juge vraiment l'action en elle-même. Et on sait que c'est faux, et on en a encore la preuve que c'est faux. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a vraiment un manque de constance. Je sais pas si, enfin, ils ont essayé plein de trucs. Il y a quand même quelque chose qui marche pas aujourd'hui dans la façon dont la FIA gère la sécurité et les actions en course et les pénalités. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas digne de l'élite du sport auto. Je suis d'accord. Et puis en plus, moi, concernant Verstappen, maintenant, je peux plus entendre son discours qui tenait l'an dernier de dire ah oui, c'est vrai qu'on est loin devant, j'aimerais plus de concurrence en piste, j'aimerais des batailles parce que c'est ce que j'aime. Parce que là, je suis désolé, la gestion de la bataille que j'ai vue, c'est la gestion d'un homme qui panique et qui refuse de céder la première place, même quand sa voiture est moins forte. Et, Il l'a montré, c'est-à-dire il s'est montré sous son jour le plus sombre avec une voiture moins dominatrice, mais il est dans la veine d'un Schumacher, c'est dans la veine d'un Senna, c'est voilà, aussi brillant soit-il, ou même Hamilton, hein, je veux dire, il y a aussi eu par moments... enfin, il y a eu, selon moi, certains duels où Hamilton n'avait pas forcément l'avantage et où il s'est pas montré forcément super propre. Ouais, bien sûr. Est-ce que, enfin, la question qu'on peut se poser, c'est, tu as le statut de champion du monde. Est-ce que du coup, tu es au-dessus des lois et du coup, tu as la clémence des commissaires et est-ce que du coup, tu peux te permettre tout et n'importe quoi? Bah, Mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. bah ça, pour le coup, non. Pour moi, justement, plus tu es devant, plus tu dois être exemplaire. On est d'accord. Enfin, Et ça on le là-dessus, je te voit, rejoins. on le voit aussi dans les radios, il redevient détestable avec son équipe et avec Lambiase. Dès qu'il y a la petite difficulté, il y a plus le petit trait d'humour, il y a plus le ah oui, bah je fais un arrêt de plus, ça va vous entraîner. Ah Ouais. JP, est-ce que t'as bien bu un coup? Ah est-ce que machin truc bidule. Non non là c'est ah vous êtes des branques, ah putain la voiture elle marche pas, ah les pneus c'est pourri, ah le DRS, ah le niveau de batterie, ah j'ai dû des ratings et machin. Et après, laissez-moi faire, c'est bon, je suis le meilleur du monde. Et on retrouve ce Verstappen-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit en début, est-ce qu'il est vraiment parti? C'était juste une façade. C'est-à-dire que c'est bah, très facile d'être cool quand t'es loin devant. Quand t'es dans et, l'adversité, c'est plus compliqué. Et là où c'est dommage, c'est que je pense que la communauté entière de la F1 l'a félicité après son Grand Prix du Canada, Oui, qui était pour moi sa course de rédemption, où à la fois il a été mis en difficulté par les conditions de course, par une adversité très dense et très présente, et en même temps il a été hyper classe, hyper propre, super pro avec son équipe, et c'était la course parfaite pour réhabiliter Verstappen. Mais depuis, et même avant, je suis d'accord avec toi, c'est que euh, qu'il fasse le malin quand il gagne, c'est une chose. Mais dans ces cas-là, qu'il le fasse aussi dans des moments plus durs. Si c'est c'est pour faire ça. le malin quand il gagne avec 30 secondes d'avance et commence à être détestable lorsqu'il est aux prises avec d'autres pilotes, ça ne le grandit pas. On est d'accord. On est d'accord. Celui que ça a grandi, par contre, c'est un certain George Russell Ouais. qui a tiré tous les lauriers et alors qui a fait une course très anonyme, mais qui était au bon endroit au bon moment. Par rapport à ce que tu disais juste avant, Clément, c'était peut-être là où aurait dû être un certain Pérez. Sergio Perez, exactement. Mais à la fin, c'est bien Russell qui était là et qui prend les lauriers. Alors justement, ça nous permet de faire la transition avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne où la pole a été réalisée par George Russell, sans doute galvanisé par sa victoire la semaine d'avant, et où surtout on a vu trois pilotes britanniques aux trois premières positions sur la grille, puisqu'ils devançaient Incroyable. Lewis Hamilton et Lando Norris, et une course, messieurs, je pense que Bah, c'était un peu dans la veine du Canada. j'allais dire, Un peu moins est-ce dantesque. Un peu qu'avec moins le dantesque. Canada, c'est les deux meilleures courses de la saison pour l'instant? Oui. On a eu une course absolument fantastique où on a eu peut-être 4 à 5 pilotes différents qui pouvaient s'imposer. Moi, je dirais 5 Tu mets parce que... Sainz dedans? non, non, je mets les deux McLaren, les deux Mercedes Ah, et on est d'accord. Verstappen, Verstappen. même si Piastri se fait un peu avoir par la stratégie. Ouais. Mais on a véritablement 5 pilotes qui pouvaient se battre pour la victoire sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne et une gestion de la stratégie excellente chez Mercedes pour une fois, parce que sur ces dernières années, ce n'était pas trop le Oui. cas, qui leur a permis d'empocher la mise et qui leur aurait peut-être même permis de faire un doublé si George Russell n'avait pas abandonné prématurément. Mais Mercedes a tenté ce que McLaren aurait dû tenter et qu'ils n'ont pas Exactement. tenté. Oui, je Et suis c'est d'accord. et c'est là en fait où ils perdent, où selon moi ils perdent la course. Tu fais le double arrêt, tu demandes par exemple, parce que ok, Piastri était assez proche de Norris,
c'est pas très compliqué. Selon moi, dans la ligne des stands, tu relâches un petit peu, ça permet d'avoir un gap de 2-3 secondes. 2-3 secondes, tu sais que ton coéquipier devant, bon, il s'arrête, à moins qu'il y ait un gros pépin où tu te fais piéger. Non, mais au pire, tu perds 5 secondes. Voilà, L'arrêt, bon. tu perds 5 Mais secondes. entre perdre 5 secondes et Norris s'arrête, il repart. C'est ça. Pendant ce temps-là, Piastri essaie de rester sur la piste en faisant un tour en plus. Ils l'ont bouffé, hein. C'est-à-dire en Bah, pneu ils ont intermédiaire. perdu 18 secondes. Quelque chose comme ça. Facile. Facile parce que Norris, comment dire, je crois que Norris passe devant Piastri quasiment au moment où Piastri s'arrête. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc il n'a pas perdu 18 secondes. Selon moi, il a perdu beaucoup plus. Non, la grosse erreur stratégique, à contrario où ils avaient été brillants en Autriche, parce que c'est grâce à eux que, c'est eux qui avaient la main stratégiquement en Autriche. Là, par contre, ils se sont fait avoir comme des bleus. Bah, c'est ça, mais tu vois, c'est un petit peu là où je disais que tout à l'heure, McLaren était un peu fébrile et n'avait plus cette habitude d'être devant. Autant Mercedes, on l'a dit à de maintes reprises, Mercedes, même quand ils étaient devant, ils étaient tellement devant que la stratégie, elle pouvait être pas très bonne, ça se passait mal. Et quand ils ont été dans l'adversité depuis 2022, on a vu que quand la stratégie tournait mal, ça tournait très mal. Et là, McLaren, c'était le cas. Parce que McLaren, pour moi, Piastri devait gagner. Vu le rythme qu'il affichait, il devait gagner. Parce qu'à la fin, il finit pas si loin, il finit qu'à 12 secondes. On reparle tout à l'heure, allez, on va dire de la vingtaine de secondes qu'il a perdu en ne s'arrêtant pas. Il avait le meilleur rythme tout le temps, Piastri. Et avec Norris, ils font une autre erreur qui est de dire qu'on s'arrête un tour après Verstappen et Hamilton. Donc pendant ce temps-là, Verstappen et Hamilton reprennent du temps parce que eux se sont arrêtés au bon tour vis-à-vis du crossover entre les pneus inter et les pneus slick. Ouais. Et ils l'ont très bien géré. Et ils font une deuxième erreur chez McLaren. Alors attends, c'est pas le tout parce que à ce moment-là, ils voient Hamilton repartir en tendre et Verstappen repartir en dur. Parce que ni l'un ni l'autre n'ont de médium. Chez McLaren, ils ont encore un train de médium. Ils ont de quoi voir ce qui se passe derrière, donc ils ont le temps d'anticiper et de couvrir les deux. Et normalement, pour couvrir les deux, tu mets les médiums. Norris rentre, il fait une erreur, il s'arrête 2 mètres plus tard, donc il perd 2 à 3 secondes. Et c'est ce qui le fait repartir derrière Hamilton tout de suite. Et en plus de ça, ils lui mettent les tendres. Donc ils lui mettent les pires pneus, ils font le pire arrêt. Alors les mécanos ont très bien rattrapé, je trouve, le manque de jugement de Norris. Pardon. Donc chapeau aux mécanos qui ont vraiment bien géré. Par contre, sur le muret, encore une fois, c'était pas ça. Et encore une fois, c'est ce qui aurait dû permettre à McLaren de faire 1 et 2, et à la fin, ils font 3 et 4. Et malheureusement, ça, ils peuvent plus se le permettre. Là où ils en sont, il y avait un comparatif qui a été fait. Ça vaut toujours ce que ça vaut pas grand-chose, encore une fois, je suis d'accord. Mais si tu prends juste les derniers Grands Prix, là, depuis le Canada, avec les manques de stratégie un peu partout, McLaren devrait être à une dizaine de points de Red Bull, et Norris à peu près pareil vis-à-vis de Verstappen. Et ce serait ça l'écart qu'on a aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui cumulées, un peu comme Ferrari en 2022, ça met Verstappen loin devant, et ça malheureusement... C'est des petites choses, mais quand tu batailles face à Red Bull, là, actuellement... t'as pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire l'écart est tellement serré. On disait tout à l'heure que la McLaren est la meilleure voiture, mais bon, c'est pas non plus une Red Bull 2023 quoi. Elle colle pas 5 dixièmes voire une seconde au reste du plateau. Ça se joue au dixième là. Et surtout que sur les 2 dernières courses, certes c'est Mercedes qui empoche la mise, mais à chaque fois c'est pas les plus rapides. Termine devant Norris et donc continue de prendre des points au championnat. Exactement. Tout à fait. Mercedes a bien progressé depuis le Canada. C'est bon. Depuis 2 ans, on leur tape dessus en disant ah putain, il y a un règlement, ils ont rien compris, etc. Là, ça y est, au bout de 2 ans, ça a l'air enfin d'aller dans le bon sens. Ceci dit, si vous vous souvenez, on était un petit peu sceptique sur le retour de James Allison chez Mercedes. Force est de constater qu'apparemment, il a peut-être trouvé 2-3 petites choses où l'année dernière, ils n'avaient pas trouvé. Il paraît qu'au niveau de la suspension avant, là, il y a une astuce assez formidable, et ils se sont même trouvés bêtes eux-mêmes de ne pas l'avoir trouvé avant. Et sur l'aileron avant aussi. Ouais, alors j'ai plus compris que c'était vraiment sur la suspension, parce qu'il y a cette bosse qui est apparue entre les deux triangles. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être lié à un amortisseur ou quelque chose comme ça. En tout cas, par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est que Verstappen, pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne, jusqu'à
jusqu'au dernier arrêt pour passer en slick, il avait l'air largué, ou en tout cas pas dans le match, pas à l'aise. Et à la fin, il se bat quand même pour la victoire. Donc c'est un peu ce que vous disiez tous les deux juste avant. C'est que Red Bull et Verstappen, dans tous les cas, ils sont intraitables et ils sont coriaces et ils maximisent et ils prennent systématiquement des points aux autres, quoi. Ils perdent jamais 2 fois des points sur les mêmes personnes. Et, Oui. l'écart au championnat, il fait que augmenter. Donc ça, c'est ce qui à la fin fait un champion du monde. C'est ça, quand force. tu fais le bilan depuis l'arrivée, depuis Miami, en réalité, donc depuis la fin de la domination claire et nette de Max Verstappen, effectivement, on a eu plein de grands prix différents où on a eu parfois des vainqueurs différents. On a eu Charles Leclerc, on a eu Lando Norris, on a eu George Russell, on a eu Lewis Hamilton. Mais tu l'as dit, à chaque fois, en fait, Verstappen est juste derrière. Et lors des courses qu'il aurait dû perdre, c'est-à-dire en Espagne et au Canada, où des voitures se montraient plus dominantes que lui, il a quand même réussi à gagner. Donc au final, tu l'as dit, quand on assemble tout bout par bout sur cette saison, il construit très bien son avance jusqu'à mi-saison, et surtout que les performances très proches des McLaren et des Mercedes les neutralisent un peu entre elles. C'est-à-dire que sur les stratégies, elles vont se comparer l'une à l'autre et s'endormir un petit peu sur les performances de Max Verstappen, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et encore une fois là, en Grande-Bretagne, on a une superbe victoire de Lewis Hamilton, mais Max Verstappen termine qu'à 1,5 seconde du pilote britannique et est largement devant ses concurrents. Donc là-dessus, il continue de construire son titre, course après course. On le voit beaucoup moins parce que les courses sont spectaculaires, mais l'avance augmente. Et tu vois, malgré quelques coups de sang comme en Autriche, je suis en train de me dire qu'il est en train de construire peut-être son plus beau titre à ce jour. Parce qu'il y a cette adversité, il y a le fait de tout mettre bout à bout, il y a le fait de faire un avec son équipe, et ça, c'est assez remarquable. Il fait une Loda, hein, très clairement. C'est un peu ça, ouais, c'est pas mauvais comme comparaison, ouais, t'as raison. Enfin, ou même, alors, on pourrait même comparer à Prost, même si Prost était quand même moins incisif. Il n'y avait pas forcément toute cette agressivité, mais très clairement c'est ça, c'est-à-dire Verstappen il a la logique du championnat, lui ce qu'il vise à la fin c'est le championnat, tous les week-ends s'il vient c'est pour gagner très clairement, mais il sait se sortir de situations complexes. On parle de la qualification en Grande-Bretagne, je vous rappelle que Verstappen et Perez se sortent au même virage en Q1. Tout à fait, mais alors par contre Verstappen a la réussite du champion. Ça, il a la chance du champion. Enfin, très clairement. Après, la chance du champion, c'est peut-être des fois rentrer 2 km/h moins vite parce que tu vois que les conditions sont périlleuses et ça te permet de pas être dans le bac. Donc, comme quoi. Et non pas. Faut peut-être qu'on parle de Perez. Et pas non plus de réaccélérer comme un porc pour te tanker encore plus dans le gravier. Alors, est-ce que tu veux parler de Perez maintenant ou est-ce que tu veux faire lors d'un bilan? Vas-y, fais sur Perez si tu veux. En fait, là, j'étais intéressé par le propos de Pierre sur Perez tout à l'heure où tu disais que la faute n'était pas forcément sur lui. Et bah justement, là, pour moi, la Q1, c'est le bon exemple que Perez, il se met dedans tout seul. Il y a la comparaison avec son équipier qui doit se faire à 30 secondes près et lui, il reste tanké. Donc lui, il reste éliminé en Q1. Et à la fin, il fait une anonyme 17e place où on ne l'a pas vu, alors que encore une fois, peut-être qu'il y avait la possibilité avec Verstappen d'avoir une stratégie différente et d'aller se battre pour le podium et de faire des erreurs à Mercedes, parce qu'on l'a dit, Mercedes a fait une très bonne stratégie, mais avec 2 Red Bull derrière elle, peut-être que la stratégie était plus là, parce que Russell avait abandonné malgré une belle course, il abandonne à peu près à la mi-course. Est-ce que, encore une fois, Perez, il n'est pas au détriment de son équipe à ce moment-là, quoi. Et j'aimerais bien savoir pour toi en quoi c'est pas totalement de sa faute. Espagne, clairement, bon, il n'y a pas à discuter, il est loin, etc. Mais au niveau stratégie, chez Red Bull, je crois que c'est dès le premier relais où on lui met les durs, etc. Et après il repasse et il remet des médiums, il me semble. Bon, ça, ok, ouais. Pas de souci. En Autriche, bon, on en a parlé, voilà. C'est-à-dire, il a bataillé avec les As pendant quasiment toute la course. Il termine d'ailleurs derrière Hülkenberg. Hülkenberg le reprend dans le dernier tour, c'était assez rigolo. Et puis bon là il fait une erreur en qualif machin. Là où je dis que les torts sont un petit peu partagés, c'est-à-dire ça nous fait 3 ans maintenant qu'on nous resserre la même soupe. C'est-à-dire Perez n'est pas devenu mauvais. Enfin, voilà, ça c'est la première chose à savoir. On a une voiture qui convient à peu près aux deux en début d'année, parce que là c'est de nouveau ce qui s'est passé. Perez, tu prends sur les tout premiers Grands Prix, il est quand même pas très très loin de Verstappen.
Et après, terminé, on ne le voit plus. Je pense qu'il y a d'un côté les déclarations de Marco à quasiment chaque week-end de dire ouais, Perez il est moins bon que Verstappen, attention à sa place, machin, tout ça. Tu lui fais une prolongation de contrat où tu lui assures d'une certaine façon que pendant un an, bon, ça fait un petit peu le CDD renouvelé façon Bottas chez Mercedes, mais bon, admettons. Voilà, pendant un an, Pépère, t'es tranquille. Mais derrière, on continue à avoir les déclarations de Marco en disant oui, si Perez n'élève pas son niveau de jeu, on peut le remplacer sur les histoires de clauses, machin, tout ça. Je pense que la prolongation est intervenue trop tôt. Je pense que Verstappen et les autres, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, je pense que ça ne se passe pas bien du tout actuellement en interne chez Red Bull. Peut-être. Et je pense que cette ambiance entre guillemets malsaine, je dis pas que c'est une conséquence directe sur Perez, mais tu as ton patron qui d'un côté te prolonge et tu as le entre guillemets le numéro 2 qui te fait comprendre que ta place est quand même toujours menacée. Je sais pas dans quelle mesure tu peux vraiment être bien dans ta tête avec ça. L'écart il est conséquent hein, avec Verstappen, mais il est conséquent depuis 3 ans. Donc En fait, ça, ouais, t'as raison. Là-dessus, voilà. t'as raison, l'écart est constant entre Perez et Verstappen. Il y a eu des fois où on a pu avoir un début d'espoir, type début 2022-2023, sur les 3-4 premiers Grands Prix, mais l'écart est constant entre les deux. Et je pense aussi que Perez, c'est un pilote qui marche énormément au mental, et les pilotes qui marchent énormément au mental, bah, dans l'environnement Red Bull, ils sont détruits. Ça, et ça détermine pas. si t'es, comment dire, Verstappen, il arrive à faire des choses merveilleuses avec une voiture qui est pas forcément dominatrice, mais qui va quand même dans son sens de développement. Ouais. Je veux dire, Red Bull applique la même stratégie depuis des années et des années. Je reprends mon exemple de Gasly, où sur Gasly, personne chez Red Bull à aucun moment ne l'a écouté. C'était à lui d'adapter son pilotage à la Red Bull. C'était pas d'adapter la Red Bull à son style de pilotage. Il y a eu la même Ouais. chose qui a été faite pour Albon. Ils sont en train de refaire la même chose sur Perez. Je vais même plus loin. Tu peux mettre n'importe qui actuellement dans la Red Bull, que ce soit Lawson, que ce soit Ricciardo, que ce soit même un autre pilote en dehors du giron Red Bull. Je suis à peu près persuadé que personne actuellement ne sera capable de faire un peu mieux que Perez. Oui. Un pilote avec un style proche de Verstappen, il y en a. Tu peux prendre un Piastri, un Leclerc. Des pilotes comme ça pourraient marcher. Je dis pas qu'il ferait aussi bien, mais il ferait mieux que Perez, ça c'est sûr. Mais on a quand même été très patient avec Perez, plus qu'avec Oui. avec Gasly par exemple. Et maintenant ça commence à se voir quoi. Et comme on disait, l'écart est constant, sauf qu'avant tout le monde lui il était à 5 Oui, c'est dixièmes, ça. et les autres étaient à 6 dixièmes. Lui il est toujours à 5 dixièmes, mais maintenant les autres sont à 12 Maintenant, dixièmes. les autres sont plus près. Ouais. Donc à la place de faire 1 et 2, ils font 1 et 8, 10, 12, 14, 18. C'est ça. Et surtout que non seulement le reste des pilotes de tête sont à 2 dixièmes, mais en plus, désormais, à chaque course, tu as 3-4 pilotes de la deuxième partie de peloton qui s'intercalent par une bonne performance, là où Perez reste toujours à la même distance de Max Verstappen. Et on a dit en Espagne que c'était les Alpines qui ont réussi à se mettre dans cette zone-là. On a eu sur ces dernières courses En Autriche, c'était Léas. On a encore eu cette fois-ci un excellent Nico Hülkenberg. Il suffit d'une bonne perf d'un Yuki Tsunoda ou des pilotes Aston Martin pour se caler entre eux deux. Et finalement, Perez sort régulièrement de la Q3 par ces pilotes-là et Mais se ça, retrouve c'est assez loin. inacceptable. Et ça, c'est inacceptable, je suis d'accord. Et autant qu'il soit dernier de la meute, c'est une chose. Qu'il soit huitième, c'est une chose. Mais là, il est même pas huitième. Il est à la lutte avec les équipes de deuxième moitié de tableau. Alors, c'est un deuxième moitié de tableau assez solide, mais c'est pas normal, quoi. Et c'est là-dessus où moi, j'ai un peu plus de mal. Et pour moi, Perez, c'est vraiment je vais pas dire le pire pilote, parce que voilà, mais c'est la prestation la plus décevante de la saison. Même Logan Sargent est moins décevant que ça, quoi, je trouve. Messieurs, je vous laisse conclure. Je sais que vous ferez ça très très bien. J'ai malheureusement une petite obligation, donc je vous laisse. Pas de souci, Pierre. Merci beaucoup. Salut à tous, en tout cas, merci beaucoup pour le débrief. Le pouce bleu, la cloche, et puis on se retrouve éventuellement après, comment dire, le Grand Prix de Hongrie. Ciao. Merci Pierre. Pour continuer sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, pour finir sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Thomas, parlons quand même
de Lewis Hamilton qu'on avait beaucoup décrit en début de saison, qui revient petit à petit, il faut le dire, après nous avoir fait peur sur les 5 premiers Grands Prix, et qui là remporte une victoire alors qu'on l'imaginait peut-être remporter, je ne sais pas si c'était au Canada ou enfin bref, mais là enfin elle lui revient après 2 ans et demi d'attente, et c'est assez mérité en fait sur cette course en Grande-Bretagne, puisqu'il a quand même très très bien géré la stratégie, très très bien géré les différentes forces en présence, que ce soit lorsque les McLaren étaient devant ou lorsque Verstappen revenait sur lui. On a eu une victoire à l'expérience de Lewis Hamilton sur un circuit sur lequel il avait déjà triomphé 8 fois auparavant. Bah, c'est ça, déjà là il marque la neuvième victoire là-dessus, donc il prend le record. Tout circuit confondu, c'est lui qui a le plus de victoires sur un même circuit. Mais il y a vraiment la vista d'un septuple champion du monde, et pour le coup, c'est très bien qu'il nous fasse mentir sur tout ce qu'on a dit. Alors, il est peut-être encore un peu derrière en qualif, mais les points, ça se met le dimanche. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, encore une fois, c'est la vista, quoi. Il est au bon endroit au bon moment. Il a le bon rythme, il a la bonne lecture, il a la bonne stratégie. Il discute bien avec son ingénieur. J'ai l'impression que tout le monde était un petit peu transcendé là, parce que tout roulait comme sur des roulettes pendant ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Autant c'était pas forcément le cas en Autriche, où quand même il avait bien marqué le pas face à Russell. Il est 23 secondes derrière Russell. Et en Espagne, bon, il y a à peu près jeu égal, il est devant pour 5 secondes. Mais là, sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, même avant l'abandon de Russell, on sent que Russell était plus en difficulté. Alors peut-être qu'en deuxième partie de course, Russell sera revenu devant, mais ça on le saura jamais. En tout cas, Hamilton était là pour faire le boulot, pour prendre une victoire qui était très belle, il y avait de l'émotion pour tout le monde, il y avait des belles images. Mercedes arrive à être le constructeur qui arrive à mettre deux victoires d'affilée sur 2 circuits complètement différents en plus. Donc ça peut nous promettre une belle deuxième partie de saison. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'Hamilton. C'était du grand Hamilton tel qu'on le voyait en 2019, 2020 ou avant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et là où ça relance la dynamique de l'équipe, c'est que en ayant gagné juste l'un après l'autre, on n'est pas en cette situation où l'un gagne et on attend, on commence à attendre la victoire de l'autre en regardant un peu la montre, comme on peut commencer à le faire pour Piastri et surtout pour Pérez. Là, ça a remis tout de suite les pendules à l'heure, et je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été une victoire où il a été extrêmement calme, où à chaque fois que les conditions ont changé, lui et Mercedes ont su prendre peut-être la moins mauvaise décision, parfois pas la meilleure, mais les autres se sont plus trompés qu'eux. Et sur la fin de course, il a parfaitement géré son avance. Il a réussi à remettre ce petit plus au moment où Verstappen revenait. Et c'est amplement mérité. Et comme tu as dit, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de nous tromper là-dessus, puisqu'on ne voulait surtout pas voir un Lewis Hamilton décliner au moment où il allait rejoindre Ferrari. Ouais, et puis il fait une belle fin de course, effectivement, il défend bien face à Verstappen. Donc vraiment, c'était on aurait peut-être aimé voir un combat un peu plus rapproché pour voir si la théorie de l'Autriche se confirmait, et de 2021. Mais oui, à part ça, non, il a été impérial, et ça fait vraiment plaisir. Tu parlais de Piastri, où on commence à regarder la montre pour avoir une victoire. Je t'emparerai un petit peu parce qu'il était qu'à 2 secondes en Autriche. Oui. Et là, s'il n'y avait pas ce fameux arrêt complètement raté chez McLaren, pardon, il avait la possibilité d'aller jouer devant, et là, on aurait vraiment pu le juger. Bon. Non, effectivement, je suis d'accord que Piastri n'est pas tout à fait au niveau de Norris sur la saison, mais malgré tout, il avait des opportunités, il n'est pas passé loin, et elles n'ont pas toutes été gâchées de sa faute. Non, mais tu vois le refrain qui peut s'installer, où effectivement c'est pas gâché de sa faute, mais c'est gâché, et au bout d'un certain nombre, là on n'en est pas encore à beaucoup, et Norris a gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si on arrive, je sais pas, au Qatar ou non, au Qatar ça fait un peu loin, mais plutôt aux États-Unis on va dire, ou au Mexique, sans victoire de Piastri, et avec encore 1 ou 2 courses où, de sa faute ou non, il passe de peu à côté, on va pouvoir commencer à en parler. Là où forcément sur on a fait pareil avec Norris à la fin. Absolument. Il y a eu Monza, il y a eu Sochi en 2021, puis après il y en a eu d'autres. On rappelle que l'année dernière au Qatar, Piastri a gagné le sprint. Voilà, donc tu vois, il y a eu pas mal de trucs, et c'est là où, voilà. Effectivement, on voit quand même que les années sophomores sont pas si simples. Piastri est un exemple, mais il n'est pas le seul. Et ouais, on a l'impression qu'il y a un environnement qui est peut-être plus compétitif que jamais, et les jeunes pilotes font illusion très vite. Par contre, à un moment, ça se tasse.
J'ai presque envie de faire le parallèle avec Acosta en MotoGP, mais et tu vois, il n'y a pas le plein potentiel qui arrive et il manque des petites choses. Et je pense qu'une victoire, par contre, ça leur mettrait en confiance et ça lui permettrait de se délivrer un petit peu. Après, il est quand même cinquième au championnat, il est devant Oui. Perez, il est devant Russell, il est devant Hamilton. Alors il est effectivement loin Sur une derrière mauvaise. Norris, il y a 50 points derrière Norris, mais Et puis il est sur une plus mauvaise. Enfin, il n'est pas sur forcément Oui, par rapport à Norris, c'est ce que j'ai dit. Tu as raison de le dire, il n'est pas forcément sur la meilleure dynamique. oui, Mais par contre, oui, effectivement, il est sur une meilleure dynamique que un Pérez, que même un Leclerc sur les dernières courses. Donc là-dessus, effectivement, il est dans la bonne mentalité. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais sur l'environnement le plus compétitif. C'était le dernier point sur lequel je voulais revenir sur ce Grand Prix. C'est qu'on a eu. Alors, j'enlève bien évidemment notre ami Pierre Gasly qui n'a pas eu le temps de courir, mais on a eu 19 pilotes qui n'ont pas fait d'erreur sous conditions changeantes lors de ce Grand Prix. Et honnêtement, on aurait été il y a 10 ans. Le nombre de pilotes de fond de plateau qu'on aurait vu mettre les slicks un tour trop tôt ou mettre les pluies un tour trop tard et se retrouver à faire des têtes à queue en pagaille. il n'y a pas Là, on besoin d'avoir est. des pilotes de fond de poteau pour ça, hein. Oui, je sais, On pourrait, mais on tu vois. pourrait parler de Massa en 2008. Non, mais tu vois ce que je veux Ah, mais dire. Tu vois, à oui, tout l'époque à où on fait. avait T'as tout à on fait avait raison. des Max Chilton, des Esteban Gutiérrez, qui n'est pas une époque si loin, et je vais pas revenir encore aux 6 décennies précédentes où on n'avait une vraie moitié de grille qui méritait de faire la F1. Mais là, on a eu, même dans les plus mauvais pilotes du peloton sur ces dernières courses, on a eu aucune erreur et des pilotes qui maîtrisaient leur voiture sous la pluie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a aussi impressionné, c'est la capacité du peloton actuel à ne pas faire d'erreur et que la course du coup se joue sur une stratégie sans safety car. C'est vraiment une Exactement. stratégie pure où tu ne peux pas anticiper. Oui, on sait qu'un pilote de fond de grille va se planter, on va attendre la safety car. Non, là tu ne pouvais pas le faire puisque tout le monde arrivait à maîtriser ces conditions. Et ça a rendu la course d'autant plus belle. Et tu vois, Absolument. on dit souvent qu'un des plus mauvais pilotes de la grille, c'est Sargent. Bah, Sargent, malgré tout, il fait 11e. Alors, c'est pas les points, mais il est qu'à 10 secondes des points. Et une vingtaine de secondes de son équipier. C'est pas si mal quand même, vu les conditions. Ça va très vite de faire des erreurs. Il est devant Leclerc, entre autres. Il est devant Perez. Même Stroll, qu'on associe souvent à Sargent dans les plus mauvais. Stroll, en ce moment, il est sur une bonne dynamique et il finit 7e devant Alonso. Donc, effectivement, on a un plateau qui n'a jamais été aussi fort. Même si on avait Gotifi il y a encore 3 ans, c'était pas un si mauvais pilote par rapport à c'est un pilote qui était largement en milieu de grille il y a 20 ou 25 ans. Et effectivement, comme tu le dis, on n'a plus cet aléa-là qui arrive, qu'on retrouve quand même dans pas mal de sports, hein. Si tu regardes même outre-Atlantique, en NASCAR par exemple, on n'a plus vraiment les start and park ou les pilotes de fond de grille qui font des drapeaux jaunes tous les 10 tours. Là, au moins, on sait qu'on a des courses plus fluides un peu partout, dans tout le niveau international, à top niveau. Et je trouve que c'est mieux pour la course. Alors, peut-être que certains râlent parce que oui, mais il y a moins de relance, oui, mais les courses sont plus sur le long terme, etc. Il y a moins d'action tout le temps, ça c'est vrai. Mais je trouve que les courses ne sont pas moins belles. Et on n'a pas des pilotes qui gagnent sur des coups de chance, mais sur des vrais coups de stratégie ou sur des visions long terme. Et ça, je trouve que c'est un gros plus pour le sport. Je suis d'accord avec toi. Je te propose de terminer sur un petit top et un petit flop sur ces 3 grands prix. Je te laisse commencer sur ce que tu veux. Top ou flop, vas-y. Top, top. Allez, on va en dire 3 de chaque. Top, je vais mettre Mercedes au global parce que je les ai trouvés incroyables sur les 3 grands prix, sur 3 circuits complètement différents qui n'ont rien à voir. On parlait tout à l'heure des évolutions de la Mercedes. S'ils ont vraiment trouvé quelque chose et qu'ils sont à ce niveau-là, c'est vraiment beau. Pour moi, les 2 pilotes performent de la même façon. Et ça tombe bien puisqu'ils ont été récompensés tous les deux d'une victoire. Donc ça, pour moi, c'est le top numéro 1. En 2, je mettrais Norris, et qui est vraiment est là, et qui fait le boulot. Et dans ce petit lot aussi, j'aurais pu mettre Verstappen qui fait la différence, mais je vais mettre Hülkenberg qui m'a vraiment impressionné, surtout en Grande-Bretagne et en Autriche, où il a fait deux courses magnifiques, où il a transcendé la Haas, où il arrive à se battre avec des voitures qui sont hors de sa ligue, et je trouve que c'est vraiment, vraiment beau. Je sais pas quels sont les tiens. Bah, je te rejoins totalement sur Hülkenberg, j'ai rien à rajouter, c'était mon premier top. Sur les Ah, Mercedes aussi.
Et j'avais envie de donner un petit mot pour Alpine, même si la dernière course a été beaucoup moins bonne. Les deux premières de ce triple header, que ce soit l'Espagne ou l'Autriche, ont été plutôt performantes du côté d'Alpine, que ce soit en qualif ou en course, avec peu d'erreurs. Et ça m'a fait assez plaisir de les revoir dans une bonne dynamique. Et j'espère que ce Grand Prix de Grande-Bretagne ne va pas revenir casser ce qui a été construit sur les 2 semaines précédentes, parce qu'on commençait à vraiment avoir du bon boulot du côté de Enstone. Ouais, ça marquait des points. Alors, il y avait toujours un peu de rixe entre équipiers. Et puis, il y a eu aussi une déclat d'Ocon après le Grand Prix de Grande-Bretagne, je crois, où il disait que l'équipe était vraiment sur les rotules et qu'ils avaient besoin d'une pause avant de retourner en Hongrie. Bon, ça, c'est peut-être le jeu des triple headers, mais c'est le jeu pour tout le monde. Donc, c'est pas normal, entre guillemets, qu'une équipe marque le pas à la 3e course. Bon, après, je comprends que c'est très difficile, mais il faut éviter que ça se reproduise. Il faut, comme tu dis, il faut que ça soit juste un coup d'épée dans l'eau pour une fois, mais que cette dynamique s'arrête vite et qu'on reprenne ce qu'il y avait avant. Après, moi, du côté des flops, bon, on en a parlé assez longuement, mais Pérez, encore une fois, Pérez qui pour moi est la prestation la plus décevante, pas de ses 3 derniers Grands Prix, mais de la saison. Je pense qu'il n'est pas du tout au niveau. Derrière, il y a Kick Sauber qui est vraiment invisibles, on les voit pas et ils sont souvent très loin et aussi avec des stratégies plus que discutables. Et en 3e marche des flops, Ferrari. Autant il y en a toujours un des deux qui arrive à sauver la barre, mais ça se bat pour la 5-6e place, et il y en a toujours une des deux qui est complètement à la dérive. Ils essayent des trucs, là typiquement à Silverstone, Leclerc avait le nouveau package le vendredi alors que Sainz avait l'ancien, et finalement il y avait du rebond, donc Leclerc est revenu sur l'ancien, etc. Il a fallu se réadapter, changer les réglages, donc il est parti du mauvais pied. Mais voilà, ils comprennent plus la voiture, il y a des évolutions qui marchent pas, les autres continuent d'avancer. Là où ils étaient avant, loin devant Mercedes, à égalité avec McLaren et juste derrière Red Bull, maintenant ils sont plutôt entre Haas et Aston Martin au niveau des équipes avec lesquelles ils se battent. Il faut vite corriger le tir. J'espère que ça va être le cas. Je pense que ça pourrait être le cas. Mais il faut pas qu'on ait une fin d'année complètement dans la douleur, parce que sinon, je pense que ça va faire du mal à tout le monde. Et ça va mettre l'équipe dans une très mauvaise posture avant que Hamilton arrive début 2025. Concernant les flops, je vais mettre un petit peu Fernando Alonso quand même, que j'ai trouvé beaucoup moins incisif sur ces trois derniers Grands Prix, qui termine 2 fois derrière Lance Stroll, qui avait l'air même un petit peu dépassé en Autriche sur la course. Même en Espagne, il avait l'air perdu. Même en Espagne, il avait l'air perdu, ouais, et il termine devant Stroll à la faveur d'arrêt au stand. Mais pour moi, sur ces 3 courses, c'est pas lui qui porte l'équipe, et c'est quand même un problème. En deuxième, bon, Sergio Pérez, tu l'as dit depuis début de saison, c'est pour moi peut-être le pilote qui déçoit le plus performance après performance. Et le dernier flop, plus que Sauber, là c'est vraiment Valtteri Bottas si on parle des 3 courses, parce que Sauber et Guan Yu Zhou c'est sur la saison, en même temps que Valtteri Bottas. Mais là, Bottas, là où Zhou nous a fait un Grand Prix d'Espagne plutôt correct et a montré une étincelle, moi sur les 3 courses, le seul pilote que je n'ai pas vu du tout en bien, à aucun moment, c'est Valtteri Bottas, qui n'a jamais été au niveau. Et alors qu'on parle des stratégies pour la saison prochaine et qu'on a vu le futur de Sauber avec Hülkenberg être extraordinaire sur ces 3 courses, là Zhou a marqué très très peu de points, mais alors Bottas ça a été catastrophique sur ces 3 courses, et l'un comme l'autre, c'est un flop général de la saison. Et je pense que si on faisait un top et flop à chaque Grand Prix, il serait normalement dedans. Ouais, c'est les 2 pilotes que j'ai le plus de mal à voir en F1 l'année prochaine. Même pire que Sargent qui peut encore se raccrocher, ou que Perez qui, en fonction des clauses, etc., peut être là. Vraiment, Zhou et Bottas, j'ai peu d'espoir de les voir l'année prochaine. Malheureusement pour eux. C'est la pire équipe en qualif cette saison, en rythme de qualif. Mais même l'équipe n'est pas au niveau, parce qu'on le voit sur les arrêts, on le voit sur les stratégies. Il y a plein de choses la voiture non plus est pas très performante, hein, mais les pilotes n'aident pas non plus. Ils sont 18 et 20e en rythme de qualif cette saison, hein. Il n'y a que Sargent qui s'intercale à la 19e position et c'est tout, hein. Et c'est pareil, c'est un line-up qui est là depuis 3 ans maintenant. Peut-être qu'il prend sa part de responsabilité dans le manque de performance de l'équipe et de la voiture, hein. C'est pas... Je suis d'accord avec toi. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un line-up, tu l'as déjà dit, et je te trouve très juste dans cette analyse, mais c'est pas un line-up qui se pousse vers l'avant. C'est un line-up où ils sont cool entre eux, etc. C'est rigolo, c'est marrant,
mais on se pousse surtout pas vers l'avant et on se pousse surtout pas à surperformer. Et ça, je pense que c'est dangereux, et je pense aussi que c'est pour ça que Audi a signé un pilote comme Hülkenberg, qui pour le coup a plus la capacité à être devant, quoi. Ah bah, clairement, la relation maître-élève entre Bottas et Zhou est beaucoup trop amicale et Ouais. beaucoup trop condescendante l'une envers l'autre. On ne demande pas un team toxique, hein, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre des teams toxiques comme on en a trop souvent en F1 et cette relation où chacun protège l'autre lors des mauvaises performances, où il n'y a aucune poussée vers l'avant. Et tu l'as dit, ça se répercute sur la R&D du team, où on a l'impression qu'il n'y a aucun retour positif d'un des deux pilotes sur la voiture qui permettent réellement de la faire progresser depuis 3 ans. C'est ça. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce triple header, mon cher Thomas. Remercions encore une fois Pierre qui nous a salué tout à l'heure et qui a dû partir. Il nous reste 2 courses avant la trêve quand même. Nous avons fait 12 courses sur la saison. Nous sommes à mi-saison réellement après ce Grand Prix de Grande-Bretagne, mais il nous reste 2 courses avant la trêve en Hongrie et en Belgique. Et après, petite pause de 3 semaines pour la F1 quand même, ça fera du bien. Je te remercie d'avoir fait cette émission. Bah, merci à toi. Et puis, on se dit à très bientôt sur Mutant 21. Salut! À très bientôt, en espérant un Grand Prix de Hongrie que Clément porte tout à fait dans son cœur comme l'un des meilleurs de la saison. Et surtout, on n'oublie pas la cloche, le pouce bleu et le petit commentaire pour débriefer de ce triple header. À C'est bientôt. vrai, le Hungaroring, ça va être trop bien. Salut! Salut.